Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Exceptionnellement à 19 h ce dimanche, vous le savez, traditionnellement pendant le mois de Ramadan, l'émission c'est tous les dimanches à 14 h. Donc à compter de dimanche prochain, on se donne rendez-vous à 14 h GMT. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler de la formation du gouvernement Boubou Cissé et de la tension politique au Bénin, si le temps le permet, avec nos invités Makan Kone de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri de Mali Tribune, Maître Sekmar Konaré, avocat, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Le Mali, ça y est, on connaît la composition du gouvernement Boubou Cissé. C'est un attelage de 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires d'État, des partants, des rentrants, des permutations. On va décrypter tout cela avec nos invités, mais déjà un mot sur l'accord politique signé cette semaine au niveau de la primature. Un accord politique dont le conseil spécial du Premier ministre revient ici sur les grandes lignes. On l'écoute. Il s'agit de rassembler. Ça veut dire que c'est un accord qui veut inclure tous les acteurs politiques à la recherche de solutions aux différents problèmes, aux défis que nous connaissons en ce moment au Mali. Il est donc important, le président de la République l'a dit, que tous les Maliens se retrouvent et qu'on puisse discuter, que le gouvernement qui va être mis en place puisse travailler dans le cadre d'un certain nombre d'actions qui sera déjà convenu avec l'ensemble des partis politiques. L'accord reste ouvert, ce n'est pas fermé. Tous les partis politiques encore intéressés peuvent le signer et manifester leur intention d'entrer, comme je l'ai dit, dans cette mouvance d'inclusion, de discussion, d'échange, de partage et pour guider le gouvernement qui va être mis en place. Voilà, Maître Konaré, sur le principe de l'accord, c'est vrai, les Maliens l'ont suivi, d'autres comprenaient, d'autres pas. Sur le principe même de l'accord, qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau-là? Moi, je m'en réjouis. J'ai toujours plaidé depuis la fin de la présidentielle pour que le pouvoir ouvre les portes à l'opposition afin de réaliser l'union sacrée des Maliens face aux défis de l'heure. Des défis qui dépassent les capacités d'un seul parti ou d'un seul homme. Des défis qui nous sont imposés tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de l'économie. Alors, je n'étais pas le seul à faire cette analyse. Elle a été faite également par les Américains, dont le sous-secrétaire d'État a dit devant le Conseil de sécurité qu'il fallait au Mali un partage réel et durable du pouvoir. C'était le 29 mars devant le Conseil de sécurité. Donc, cet accord politique est à saluer, même si beaucoup de poids lourds de l'opposition ne sont pas entrés là-dedans, mais pour des raisons diverses. Mais peut-être qu'on reviendra là-dessus. Oui, Alexis Kalambri, il y a eu plusieurs formations de gouvernement, plusieurs premiers ministres, mais c'était l'une des rares fois qu'on voit un document, un accord signé qui précède l'entrée dans le gouvernement. L'entrée et qui précise à la limite et le cahier de charge et les actions sur lesquels on s'engage à travailler pour l'avenir. On l'a toujours dit ici effectivement qu'il faut une inclusivité, il faut le dialogue et il faut qu'on s'entende sur un minimum, un SMIC comme aime à le dire Serge, un SMIC politique, de sorte que à la limite tous les enjeux qui sont à venir soient partagés par tout le monde. Donc oui, et je pense que certains ne l'ont pas signé parce que ne voulant pas entrer dans le gouvernement, mais à la limite, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, a vu quelque part certaines de ces préoccupations prises en compte. Je pense que c'est assez réjouissant. Non, moi je crois, comme mes prédécesseurs, que c'est une excellente chose. En tout cas, qu'un grand nombre de responsables politiques, c'est vrai, comme Alexis l'a dit, il y a quand même le deuxième et le troisième à l'élection présidentielle dernière qui n'ont pas signé l'accord. Mais je crois que c'est déjà une bonne chose, c'est un document de base, mais qu'il faut
bien expliquer aux Maliens. Moi, c'est ça mon souci principalement. Au-delà de cette explication qu'on vient de voir, qui est un peu, je dirais, superficielle, il faut expliquer exactement ce sur quoi ces hommes politiques se sont engagés. Parce que comme on dit, c'est de demain ou après-demain, un de ces jours, on pourra interpeller les ministres qui sont entrés. Il y a quand même des ministres comme l'ancien directeur de campagne, du chef de file de l'opposition, du challenger du président de la République, qui est ministre des Affaires étrangères, qui a signé. Il y a certains de l'opposition qui ont signé. Donc ce serait bien que le peuple, la population comprenne ce que ce document signifie, sur quoi ils se sont engagés pour qu'un jour ou l'autre ils puissent interpeller ces responsables. Non, je pense que c'était une bonne chose. Je disais à quelqu'un hier que s'il veut vraiment tenir le Premier ministre, le nouveau Premier ministre doit être solide. Je pense que pour former son gouvernement, tout ça, ça a retardé probablement la formation du gouvernement. Il voulait parvenir à un accord. Il voulait parvenir à un accord politique avec tout le monde, notamment avec Soumaïla Cissé. Je pense que ce qui a retardé d'ailleurs la signature de l'accord, c'est que le Premier ministre a pensé à un moment que vraiment il pouvait arriver à signer quelque chose avec Soumaïla Cissé. Il y a eu plusieurs va-et-vient, finalement ça n'a pas eu lieu, il était obligé de signer avec les autres. C'est une bonne chose, c'est ce qu'on appelait ici le SMIC politique. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas. Si on ne réunit pas tout le monde autour de la table, on ne peut pas avancer. Et vous voyez ce qui est dit dans l'accord. Il y a 3 choses importantes. Ça parle du dialogue national, donc on va en reparler bientôt. Ça parle des accords de paix d'Alger, donc ceux qui ne sont pas d'accord avec l'accord pourront s'exprimer. Malheureusement, vous n'êtes pas dans le... Vous auriez pu aller là-bas pour dire que vous n'étiez pas d'accord dans le dialogue. Non, mais c'était vraiment bien fait. Je pense que le Premier ministre, il a réussi un coup. C'est vrai que si Soumaïla Cissé avait signé, ça aurait été la totale. Mais attention, Soumaïla Cissé, la particularité aujourd'hui, c'est qu'il félicite quand même, il souhaite bonne chance au Premier ministre. Et que dans son discours de 8 minutes, le Premier ministre, à l'occasion, a parlé de Soumaïla Cissé. Donc ça veut dire que les lignes sont en train de bouger. Je ne vais pas dire que les digues ont sauté, mais les lignes sont en train de bouger. Il y a quelque chose de magnifique, je dirais, qui est en train d'être observé aujourd'hui. Oui, Maître Konaré, dans le fond, on peut dire que c'est quelque chose... Oui, allez-y. Le Premier ministre a répondu indirectement à Maître Konaré en disant que ce n'est pas un partage de gâteau comme d'autres le disent. Justement, c'était la question que j'avais envie de poser, puisque dans la forme, quand on les voit signer ce document, on a l'impression que c'est autour, effectivement, du partage d'un gâteau, mais on voit que dans le fond, c'est à long terme, c'est le dialogue national et tout. Les Maliens pensent que c'est un partage de gâteau, Maître Konaré. Vous savez, l'accord a des faiblesses. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ceux qui ont signé s'engagent par avance à 2 choses. Ils s'engagent à exécuter intégralement l'accord de paix issu du processus d'Alger. Ils s'engagent à soutenir la révision constitutionnelle. Et dans la première mouture de l'accord, il était même question qu'ils s'engagent à exécuter le programme présidentiel Ensemble pour le Mali. Donc ça veut dire que par avance, ils acceptent les termes. Le mot terme est même utilisé, donc les termes de l'accord de paix. Ça, c'est l'une des grandes faiblesses de cet accord politique, parce que ça veut dire que lors du débat qui va suivre, ceux qui sont entrés dans ce gouvernement ne pourront pas critiquer l'accord. Ça, c'est ma lecture de la chose. Je ne suis pas... Or, tant qu'il s'agit... Ils doivent pas... Non, laissez-moi terminer. Ils ne peuvent pas critiquer, ils ne peuvent pas amender, parce que par avance, ils ont adhéré au terme de cet accord et au mécanisme de suivi. Or, moi, ma lecture de cet accord, c'est qu'il ne ramènera pas la paix. D'accord. Donc, est-ce que le débat, les conclusions du débat qui va venir, est-ce que ces conclusions-là seront traduites dans la feuille de route et est-ce que ça permettra de corriger l'accord qui vient d'être signé entre les différents protagonistes? C'est une question que je me pose. Alexis n'est pas d'accord avec vous. Les inquiétudes de Maître n'ont pas lieu pour quelques raisons. D'abord, il n'y a pas de camisole de force. Ensuite, oui, la solidarité gouvernementale veut que qui accepte d'entrer dans le gouvernement accepte d'avoir une même vision. Mais en même temps, l'accord, c'est comme une sorte d'auberge espagnole. C'est-à-dire, il y a le cadre, mais le contenu
est à créer, à amender et à s'entendre ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut la collégialité. Il n'y a rien de décrit dans le marbre pour ce qui concerne. Le cadre d'accord est tracé, le contenu est à discuter et à accepter ensemble. Donc, ça requiert la présence et la participation de tout le monde. Si vous avez suivi le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra qui a signé sur le tard, il n'a pas signé en même temps que les autres, il l'a dit, personne ne lui a parlé d'entrer dans un gouvernement, mais les raisons qui ont motivé à la signature font que c'est assez noble et il faut que tout le monde vienne. Donc, oui, quand on est dans un gouvernement, on est assuré à une certaine solidarité, à des réserves, pour ne pas répéter ce que disait le... D'accord. Voilà. Serge, C'est ce que je voulais dire. Je pense que tu as clarifié les choses. Ouais. Ce n'est pas parce que vous signez que vous allez vous taire. Sinon, ce n'est pas la peine de tenir le dialogue. Parce que le problème de l'accord de paix d'Alger va être reposé au dialogue national. Puisque c'est après ça qu'on va faire le référendum. L'idée qui se dégage aujourd'hui clairement, c'est de faire un référendum avant de faire les législatives, avant de faire les régionales, etc. Donc c'est ce qu'on sait, c'est un consensus autour de ce référendum. On est obligé de parler de la Constitution. Donc voyons que quand même, ce n'est pas parce qu'ils ont signé qu'ils vont aller là-bas et se taire. Parce que sur le dialogue national, comme je l'ai compris, ne va pas seulement concerner ceux qui ont signé cet accord. Vous avez les couches sociales, vous avez les religieux qui deviennent inévitables, etc. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'ils ont signé ça, il y a la solidarité gouvernementale. Pourquoi nous ne rentrons pas dans un gouvernement? Il a été proposé à Alexis de rentrer dans un gouvernement. C'est que quand vous rentrez dans un gouvernement, vous ne pouvez plus parler. Quand vous rentrez dans un gouvernement, vous ne pouvez plus critiquer le président de la République. Nous sommes très heureux aujourd'hui parce qu'on peut critiquer le président de la République parce qu'on n'est pas dans un gouvernement. Mais dès que les accords, les engagements sont respectés, vous ne pouvez plus. C'est normal. Parce qu'on a l'habitude d'assister ici à des gouvernements où chacun tire par-ci par-là. Et la dernière fois, je crois, c'est qu'il y a beaucoup joué sur le gouvernement par rapport aux réformes. Maintenant, donc, c'est bien déjà de baliser les terrains, de dire, bon, écoutez, si vous êtes dans le gouvernement, vous dites la même chose. Moi, je trouve ça vraiment normal. Ok. Alexis Galambri, on a parlé d'inclusion, de caractère inclusif, mais est-ce que l'accord n'a pas des effets collatéraux sur le marigot politique? Par exemple, on a souligné le fait que le deuxième et le troisième arrivés lors de la dernière présidentielle ne sont pas signataires. Il y a également d'autres poids lourds comme Dr Mariko, Muntagatal, Shogel Maïga. On a vu que dans l'accord, une partie du FSD et également une partie de la COFOC ne sont pas signataires. Est-ce que, de fait, on ne crée pas une autre opposition à la majorité? Je ne crois pas. C'est-à-dire, certains n'ont pas voulu être partie prenante à l'accord quand même, qui, en signant, vous oblige à certaines réserves quand même, mais demeure comme ils l'ont tous dit dans leur communiqué, demeure dans la foulée et dans l'esprit qui a prévalu à cette décision-là. Donc, je pense que oui, le cadre est planté, tout le monde regarde dans la même direction et ceux qui n'ont pas signé ont tous précisé qu'ils sont partie prenante et qu'ils ne manqueront pas d'apporter leur concours en cas de besoin. Et ceci dit, bon, si j'avais été sollicité, je n'aurais pas dit non. Si vous prenez Maître Muntagatal, l'ami Shogel Maïga ou M. Soumaïla Cissé, dans les communiqués, ils ont dit « nous allons participer au dialogue ». Donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, ce n'est pas parce que tu signes que tu es prisonnier, ce n'est pas parce que tu ne signes pas que tu es en liberté provisoire. Voilà. Il y a aussi que, il faut quand même se rappeler que c'est l'opposition qui, depuis le 14 février, que le président a appelé Soumaïla, qui est en train de proposer, qui fait des propositions. Donc ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Je sais, par le 8 mars, tout le monde sait que le 8 mars, Tcheblé a écrit au président également pour faire des propositions. Donc ça n'aurait pas eu de sens aujourd'hui qu'il refuse d'aller à cet accord. Okay. Donc ce n'est qu'une logique en fait. Pour parler de saison politique, je vous rappelle que ce soir, notre invité politique est Dr Omar Mariko. On va justement lui poser la question pourquoi il n'a pas signé et pourquoi Sadi n'est pas membre de ce gouvernement. C'est à 21h avec Robert Dissa. Mais Maître Konaré, l'autre aspect de cette partie du débat, c'est la formation du gouvernement. La liste a été publiée aujourd'hui. Un premier commentaire à chaud sur cette composition? Je le disais tantôt, c'est un gouvernement plus ouvert que le précédent. Je note
l'entrée de deux personnalités qui me réjouissent. Alors, Tchéblé Dramé peut porter très loin la voix du Mali sur l'arène internationale. Parce que cette voix est étouffée par nos ennemis qui constituent les rebelles de la SEMA, qui sont reçus... Les ex... non, c'est des rebelles, laissez-moi parler. Donc, c'est des rebelles qui sont reçus royalement au Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense qu'avec Tchéblé Dramé, il y aura au moins une protestation gouvernementale. Notre politique sera mieux expliquée, et peut-être que Tchéblé, qui est l'un des pères des accords de Ouagadougou, pourra prendre le chemin d'une renégociation de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Je me réjouis également de l'entrée de Malik Koulibaly. Vous savez, notre pays a des problèmes parce que la justice est défectueuse. Quand il était ministre de la Justice, Malik a donné un grand élan à la justice du Mali. Et cet élan, je pense qu'il va pouvoir le consolider. Parce qu'il n'avait pu, en son temps, que changer quelques procureurs. Aujourd'hui, ministre, sur une durée que nous espérons grande, il pourra éventuellement appliquer une véritable politique de changement au niveau de la justice. Sans la justice, sans une justice pérenne, efficace, équitable, dans un pays, vous aurez toujours, et c'est notre prophète Mohamed paix et salut sur lui qui l'a dit, donc tout pays en proie à l'injustice sera toujours en proie à l'insécurité et à la famine. D'accord. Ok. Voilà. Moi, je me suis amusé à faire une statistique qui me donne 35 ministres, un ministre délégué et 2 secrétaires d'État, 15 qui font leur entrée, 12 départs, 13 qui gardent leur poste et 7 qui permutent. Mais franchement, j'ai apprécié 2 choses. La grande ouverture, parce que franchement, quel que soit le bord, on se reconnaît dedans. Et l'arrivée de nouvelles figures, dont certains qui n'ont même pas été ministres encore dans ce pays, mais qui sont des hommes de valeur. Il a parlé de Malik, on peut citer Michel, on peut citer d'autres. Je ne sais pas si la réalisation nous suit, il y a des images de ces nouvelles. Donc oui, en tout cas, à première vue, on se réjouit du fait qu'on ait fait de la place à tout le monde. Pour le travail, on a besoin d'une divergence d'opinion, d'une diversité d'opinion, j'aurais voulu dire. D'accord. Makankoni, un premier commentaire. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec mes prédécesseurs. En fait, on a quand même attendu assez longtemps pour avoir un gouvernement qui, contrairement à mes 2 prédécesseurs, n'est pas aussi large qu'on nous l'avait promis. Parce qu'on a constaté que pour une des rares fois, je vais prendre l'exemple des groupes armés, qui ne sont pas du tout dans le gouvernement. Or, ils ont été sollicités, ils ont remis des CV, on les a, jusqu'hier soir encore, on parlait avec eux, mais ils ne sont pas rentrés dans le gouvernement. Maintenant, je me suis vu, il y a des gens qui parlent par rapport à l'ADEMA, où le président a été sorti contre un ADEMA qui est un responsable ADEMA qui vraiment, ça ils n'ont pas compris au niveau de l'ADEMA, qui franchement contre qui était ceux qui souhaitaient véritablement que l'ADEMA ait son candidat à la présidentielle, qui a même fermé, je crois le siège de l'ADEMA est fermé en commune 16 Bill, en commune 5. Donc ils n'ont pas compris que celui-là vienne aujourd'hui à la place de leur président. Donc je me dis, le gouvernement n'est pas aussi large que cela. Mais cela dit, il faut les laisser travailler un peu, voir ce que tout ça va donner. Okay. Là aussi, le Premier ministre a voulu, c'est pour ça le gouvernement, je pense, on l'a eu assez tardivement, il voulait tout faire pour mettre tout le monde dans le gouvernement. Tout fait pour mettre tout le monde dans le même gouvernement. D'après, bien sûr, mes informations. Et là aussi, ça a été un échec. En partie parce que Soumaïla Cissé n'est pas rentré, les groupes armés ne sont pas rentrés, alors qu'ils avaient à un moment donné des noms déjà à l'époque. Le problème de la SEMA notamment, c'est il y a 3 composantes, comme vous le savez, le MNLA, le ACULA et le MAA.
Les trois chacun voulait avoir un ministère. Après, ça a négocié sur les postes, etc. C'était quelque chose de vraiment compliqué. C'était pas un accouchement normal, c'était vraiment, de mon point de vue, une césarienne. Mais il fallait sortir de là. Donc, vous avez le gouvernement. Moi, je retiens 4 chiffres. Vous avez 15, 12, 13, 7. Donc, vous avez 7 qui ont permuté, vous avez 12 départs, vous avez 15 entrées, et puis vous avez 13 qui sont restés à leur poste. Pour un gouvernement, ce n'est pas un grand chamboulement, mais c'est quand même quelque chose de très important. Vous avez des individualités assez fortes. Vous parlez de Tchébile Dramé tout à l'heure, le problème de Tchébile Dramé. Je pense fondamentalement, j'ai pas la carte de son parti, donc je parle honnêtement. Mon ami là-bas, c'est PPR, pas lui. Il avait envie de l'action politique dans son pays. Parce qu'à un moment, on pensait lui confier un poste sur l'immigration à l'étranger. Je pense qu'il voulait travailler pour son pays. Ça lui manquait, la chose de politique. Il était plutôt dans le regroupement dans lequel il était parmi les modérés. Si, il était parmi les modérés. Donc ce n'est pas étonnant, il a rencontré le président de la République, je crois qu'il est très très heureux de rencontrer le président de la République. Le président de la République également, il a écrit au président de la République après cela, j'ai une copie de la lettre pour vos archives. Donc ça ne m'étonne pas qu'il rentre dans le gouvernement. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait travailler pour son pays. C'est la même chose que mon ami Omar Diko, qui était à un moment, il s'est retiré de la scène, il était se fait de l'argent à Abidjan en travers dans le privé. Mais la chose politique, c'est quand même une drogue, si vous voulez. Donc il revient à un poste difficile, ça peut être considéré comme un cadeau empoisonné. Dialogue social, travail, et ça. Je pense que c'est un gouvernement d'ouverture, pas de large ouverture, mais quand même un gouvernement d'ouverture. L'autre chose que je voulais dire avant de passer la parole, c'est que l'un des gagnants, c'est quand même l'ancien Premier ministre Soumeilou Goubé Maïga. Il a, je dirais, un militant de son parti, Maître Berthet, qui est au domaine, mais quand même des ministres qu'il avait nommés sont restés à l'énergie, notamment à Madame Boli, qui est très bien comme ministre, d'après ce que j'ai appris, et d'autres ministres qui sont restés quand même. Je pense que là aussi, il faut compter avec lui. Ok, si on reste sur les contours politiques, on a l'impression que l'opposition est mise à contribution pour aboutir notamment les réformes institutionnelles. On a vu un ministère dédié à Amadou Thiam, et Amadou Thiam, c'était un des leaders de Ante Abana. Maître Konaré. Ce que je vais vous dire, le tableau est le suivant. Certains opposants ont décidé d'entrer au gouvernement pour des raisons diverses. Mais une grande partie de l'opposition se tient en embuscade. Elle va regarder et voir si ce gouvernement produira des résultats. Auquel cas, elle va peut-être prendre le train en marche. Si le gouvernement ne produit pas de résultats, si le gouvernement piétine, l'opposition va revenir à la charge. Alors je pense que c'est ça la lecture qu'il faut avoir de la stratégie de l'opposition. Et par ailleurs, dans le cas particulier de Soumaïla Cissé, je pense qu'il a préféré garder le statut de chef de file de l'opposition que d'envoyer des gens au gouvernement. Parce que ce statut lui accorde un rang protocolaire, un budget de 500 millions par an, mais aussi la possibilité de s'exprimer librement. D'accord. Voilà. Alexis, l'opposition dans le gouvernement, est-ce qu'on ne l'a pas envoyé au charbon? On a parlé d'Omar Amadou Diko, ancien de l'opposition, mais qu'on envoie pour aller décrisper le front social avec la série de grèves, de mots d'ordre qu'on a connus. Est-ce que l'opposition n'est pas utilisée, n'est pas envoyée au charbon? C'est-à-dire, avec la crise que nous avions, tous le monde, y compris l'opposition, y compris la société civile, si on peut l'appeler comme ça, les syndicats, tout le monde a appelé à une ouverture, à un dialogue inclusif. Donc, personne n'aurait compris que, pour une fois que le gouvernement accepte, que l'opposition refuse la main tendue ou se tienne en marge. Donc, oui, quelque part, elle était assez cernée pour ne pas refuser, surtout que, de prime abord, il n'y a pas d'entourloupe. Parce que Ibeka est à son dernier mandat, Ibeka n'est chercheur de rien a priori. Donc,
on peut se dire que franchement le jeu est ouvert et il n'y a pas d'entourloupe à un niveau que ce. Je voulais très rapidement, pour ne pas me perdre le fil de ce que je voulais dire que toi qui me classes parmi les journalistes anti-Koulouba, il faut quand même rendre un hommage au président de la République dans la formation de ce gouvernement. C'est plutôt rare de voir un président de la République, c'est le seul hommage que je lui rende, c'est vraiment rare de voir un président de la République nommer un opposant au ministère des Affaires étrangères, un demi-opposant au ministère de l'administration territoriale. Si, parce que tu sais que Bill, qui est un vieux routier de la politique, il était quelqu'un au sein de l'ADEMA qui voulait que l'ADEMA ait son candidat. Donc il ne soutenait pas le président. Donc logiquement, c'est lui qui devrait organiser le référendum, les législatives. Donc c'est très important. À la justice, il n'est pas un copain du président de la République qui est ministre de la Justice. À la santé non plus, si vous voulez. Donc des postes quand même régaliens, où généralement le président de la République met des fidèles, vous avez quand même, là on voit quand même un président de la République qui se dit, bon écoute, il faut que je mette tout le monde ensemble, je vais mettre Tchébile qui m'a tapé de là-dessus, qui j'ai tapé aussi là-dessus. Petit monsieur. Il faut répéter ça. Qui est le chef de la diplomatie. C'est quand même très important, il faut le souligner et je voulais lui rendre hommage à Alexis. Je voulais souligner quand même aussi l'arrivée d'un général à la défense. C'est assez rare chez nous depuis la transition. On avait une certaine tradition qui voulait que la défense soit entre les mains d'un civil. Peut-être au vu de la situation, on a mis un général et pas n'importe lequel. Daïrou avec son passé, son parcours, ce n'est pas rien non plus. D'accord. Makan, vous avez demandé la parole. Oui, puisqu'on est un peu encore dans les personnalités du gouvernement et tout, il y a un fait qu'on n'a pas souligné, c'est le fait que le Premier ministre ait gardé le poste de ministre de l'économie et des finances. Moi, je me pose des questions, je vais un peu savoir pourquoi. Je crois que... Moi, j'ai la réponse. Ok, après, tu vas me la donner. Maintenant, par rapport à Cham, que vous avez nommé, ça, j'ai des inquiétudes par rapport aux jeunes. C'est un bon ami à tout le monde, j'ai rien contre lui. Mais je me demande, cet après-midi, déjà, son parti l'a exclu, faire une demande, une note pour un communiqué qui l'excluait, qui disait clairement qu'ils ne sont pas représentés dans le gouvernement. Je me demande, or, il a quand même un des plus grands projets de ce gouvernement, c'est les réformes institutionnelles. Je me demande comment est-ce qu'il pourra mener ce projet à terme. Mais l'autre point, c'est que Malik Coulibaly, ça aussi, je voulais le dire, le nouveau ministre de la Justice, c'est pas l'un des meilleurs ministres de la Justice qu'on a connu. C'est-à-dire qu'il a été ministre sous la transition ici. Les plus grands charniers et tout, c'était sous son mandat. C'est lui qui était ministre de la Justice. On n'a pas vu ce que ça a donné. Oui, récemment, il a été sacré le fonctionnaire le plus honnête. Puisque c'est bon, ça, on connaît, voilà, ça, on connaît. Ça, par intégrité de Tangara. Ok. Ouais. J'ai côtoyé beaucoup de ministres de la Justice. J'estime que Malik Coulibaly est l'un des meilleurs, contrairement à ce que prétend Makan. Bon, mais maintenant, chacun son appréciation. C'est que moi, je voudrais, je suis quand même du métier. Je suis du métier. Et ce que j'aimerais dire à la suite de Serge, si j'avais été président de la République dans le contexte actuel du Mali, moi, j'aurais fait plus que Ibeka. J'aurais laissé la primature même à l'opposition et j'aurais regardé. Si l'équipe dirigé par l'opposition parvenait à des résultats, mais le peuple m'en saurait gré. Parce que sans moi, l'opposition ne serait pas venue aux affaires. Si elle échoue, mais je renverrai l'équipe au motif qu'elle n'a pas pu mieux faire que moi et qu'elle ne valait rien. Donc, toutes les cartes auraient été jouées en ce moment et personne n'en voudrait plus au président de la République, même du point de vue des échecs. Okay. Je pense que ça, c'est de la politique fiction, mais voilà ce que moi j'aurais tenté. Je pense quand même qu'il a tenu compte d'une chose, c'est-à-dire la motion de censure à l'Assemblée. Parce que lui qui accusait quand même sa majorité d'être une majorité molle, il s'est rendu que la majorité n'était pas si molle, puisque la majorité s'est engouffrée dans la motion de censure. Donc ça, c'est très important. Pour le poste de ministre de l'économie et des finances, je pense que
Certains pensaient qu'à un moment qu'on nommait Boubou à la primature pour placer quelqu'un d'autre là-bas. Mais en fait, je pense qu'il a dû poser cette condition ou suggérer au président de la République qu'il acceptait. Il dit, je vais garder les finances et l'économie. Et on sait que de ce point de vue, c'est pas un rigolo, c'est pas quelqu'un qui rigole. S'il n'est pas d'accord avec vous, il vous dit qu'il n'est pas d'accord avec vous. Vous avez dit qu'on allait reparler de Daïrou. Je ne sais pas s'il faut en parler en même temps. On va parler de Daïrou, puisqu'il y a un aspect, Alexis Calambri, dont certainement le président a tenu compte. On se rappelle, quand on se réfère à l'actualité récente du Mali, les secteurs de la santé, de l'éducation, de la justice ont connu des débrayages. Même au niveau de l'armée, il y a une disproportion entre le discours du président qui parle de montée en puissance, de loi d'orientation et de programmation militaire, et la situation de l'armée sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que Daïrou vient pour redorer le blason, que le nouveau ministre de l'Éducation vient pour sauver l'année, que le nouveau ministre de la Justice vient vraiment pour pallier les insuffisances qu'on a eu à constater les mois, les années passées? Pas forcément. Je pense qu'en tout état de cause, c'est une nouvelle respiration qu'on donne à l'action. C'est vrai, Daïrou est en terrain connu, Tchoulenta et tous sont en terrain connu, mais dans les négociations, le Premier ministre demandait également un moratoire aux syndicats. Donc, de ce côté, je pense que ça va se décanter rapidement. Mais oui, pour régler rapidement ces questions, on avait peut-être besoin, pour ce qui concerne la défense, en tout cas, de quelqu'un qui a autorité sur les troupes. On connaît tous ce que les militaires pensent généralement des civils malgré tout, et donc peut-être que la présence d'un général en ces moments critiques peut donner une nouvelle respiration à l'action. Il y a le général, mais en même temps l'homme aussi, parce que c'est pas le seul général dans l'armée. Il y a d'autres généraux qui auraient pu occuper ce poste-là. Il est assez particulier. J'ai fait 2 ou 3 missions avec lui récemment à l'intérieur, avec l'ancien Premier ministre. Ce qui frappait chez lui, et dès que vous arrivez, il disparaît, il va avec la troupe. On ne le voit pas dans les trucs officiels. Donc c'est quand même quelqu'un qui a le contact avec les troupes. Je pense que quelqu'un a expliqué que si vous allez sur un terrain de champ de bataille, lui ne va pas rester là en disant je suis général, il va foncer. Et il connaît les problèmes de l'armée. Si vous voulez, je ne dis pas que son prédécesseur ne connaissait pas les problèmes de l'armée, mais quand son prédécesseur va à l'Assemblée nationale et devant tout le monde, alors que c'est retransmis en direct, il dit nous avons 40 chars en panne, si l'ennemi est là, il rigole. Donc disons que ça c'est quand même, non, c'est le taquine un peu. Ça me semblait quelque chose de très important à dire. L'autre chose, c'est la communication, qui s'est scindée désormais en 2. Nous avons un nouveau ministre. Vous avez un nouveau ministre, on verra ce qu'il va faire à ce place-là. Hein? On verra bien. Bon. On verra bon. S'il est bon, c'est vous qui le dites, on verra s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Mais vous avez l'économie numérique et la prospective. C'est très important. La prospective, si un pays ne fait pas de prospective, il n'y a pas d'avenir. Je sais qu'en France, par exemple, à un moment, il y avait le ministère de la prospective seulement. C'est l'un des ministères les plus importants. Que va devenir le Mali dans 20 ans, par exemple? Ça, c'est la prospective. Et ça me semblait important. Un mot pour dire que celui qui quitte la communication et l'économie numérique pour aller à la jeunesse et au sport, ce n'est pas, à mon avis, forcément une rétrogradation. Rétrogradation, c'est bien ce qu'on dit, c'est ça? Une rétrogradation, exactement. Merci. Parce qu'il y a énormément de problèmes là-bas. Et si vous voulez, aujourd'hui, le véritable problème du Mali, c'est sa jeunesse. Et c'était important peut-être d'envoyer quelqu'un qui a de l'expérience là-bas. Ok. D'accord. Oui, Alex. Pour parler de la communication, oui, j'ai beaucoup d'espoir. Yaya est de la maison. Il connaît les problèmes, il connaît les hommes et il a l'énergie qu'il faut pour adresser les problèmes. Et ensuite, je me réjouis qu'on ait affecté à Kamisa la prospective. Je pense que là, elle serait plus en terrain connu parce que oui, de par son parcours, elle a plus travaillé dans ce domaine-là. Oui, Maka. Non, pour ajouter à ce que mes 2 prédécesseurs viennent de dire. En fait, la communication... Mes 2 prédécesseurs. Vous m'avez corrigé, je peux corriger. Les prédécesseurs viennent de dire. En fait, c'est pas une question d'homme, à mon avis. À mon avis. Je crois que c'est pas une question d'homme, à mon avis. Vous voyez, depuis tout le temps, on a toujours reproché au gouvernement la communication. Je crois que le ministre de la communication, c'est ça. Bon, heureusement que lui, il est en même temps porte-parole du gouvernement.
Donc on suppose, on espère que la communication gouvernementale va bien porter, pour me répéter, à commencer par l'accord sur la base duquel le gouvernement a été mis en place. Il faut que, et ceux qui ont signé l'accord, et la population, et nous journalistes d'abord, nous comprenions ce qu'il y a dans cet accord pour pouvoir en parler. C'est important que nous journalistes, nous puissions comprendre cet accord. Oui, justement, on reste un peu sur notre fin. Il y a un même le président de la République n'a pas respecté les engagements. Bien sûr, la loi 052 sur le genre et le quota. En fait, moi, je n'ai pas compté le nombre de femmes. Il y en a 9. Il y avait 11. Il y avait 11. Il y a deux. Je ne vois personne qui irait attaquer le décret pour ce motif devant la justice. On peut, mais je ne vois personne qui va le faire, d'autant que tout le monde était pressé d'avoir un gouvernement. Par rapport à Daïrou Dambélé, c'est un général réputé être un officier de terrain, qui a le contact de la troupe, comme Serge l'a souligné. Peut-être qu'il a été choisi justement pour sortir les autres généraux des bureaux climatisés. Parce qu'il faut cela, des ambassades, des hauts fonctionnaires de défense qui ne servent à rien. Il faut les sortir de ces abris-là pour les redéployer sur le terrain. Quand moi je dis de déployer des généraux sur le terrain, je ne dis pas qu'un général doive prendre un fusil pour aller batailler, non. Mais le commandement des troupes à Djoura, ou ailleurs ne doit pas être confié à un simple capitaine. Il faut un général à côté, capable d'orienter la stratégie de guerre, la tactique de guerre, capable de servir de relais avec l'autorité politique. D'accord. Voilà. Sans quoi l'armée malienne ira d'échec en échec. D'accord. Est-ce qu'on doit présumer que c'est un gouvernement dont la durée de vie c'est 1 an, puisque l'accord politique c'est 1 an renouvelable? Moi, je vais vous donner mon sentiment. Je pense qu'à ce rythme-là, dès que le Premier ministre va se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas, on va changer les choses. C'est-à-dire au cas par cas et non attendre 1 an pour changer tout un gouvernement. C'est la première chose. La deuxième observation, peut-être que après le dialogue national, peut-être qu'il peut y avoir la photo, ceux qui manquent sur la photo quand même, ce sont les groupes signataires de l'accord de paix. Surtout qu'ils ont, tu les aimes pas trop, je sais. Ils n'auraient pas dû venir. Oui, je sais, tu les aimes pas trop, mais ils ont quand même leur place au sein du gouvernement de la République, cher maître. Je pense que peut-être qu'après le dialogue national, tu vas fermer les yeux, tu vas fermer les oreilles, on pourrait avoir au sein du gouvernement les groupes signataires de l'accord de paix d'Alger. Ça peut être une avancée, les groupes armés dans le gouvernement, dans l'exécutif. Oui, absolument. Vous avez remarqué, j'ai commencé par là, parce que moi j'ai échangé avec certains d'entre eux. En fait, moi, ce qui m'a personnellement choqué en tant que citoyen... À Kidal? Non, ici à Bamako. Ce qui m'a personnellement choqué, même toi, tu peux à Kidal, je te veux aussi, c'est ouvert. C'est ce qui m'a personnellement choqué. Vous êtes de mauvaise foi. Ce qui m'a personnellement choqué, disons, ce que j'ai pas compris, c'est que jusqu'à hier soir, ils croyaient qu'ils allaient dans le gouvernement. Oui, c'est pas la faute du Premier ministre. Je crois qu'on les a proposés, on les a proposés, mais moi je sais quand même qu'on les a proposés 2 ministères, des ambassades, et puis même conseiller spécial du Premier ministre. Oui. Mais c'est ce matin à 13h, aujourd'hui à 13h, qu'ils ont appris comme tout le monde qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Je crois que c'est un peu maladroit. Je ne vais pas violer le secret de la conversation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la CEMA, il y a 3 groupes. Vous avez le MNLA, vous avez le HCUA et vous avez le MA. Chacun voulait avoir un ministre. Absolument. Ce qui est peut-être normal. Le Premier ministre, d'après ce que j'ai compris, a dit ça va être difficile. Mais je vous donne 2 ministères. Mais vous allez avoir, puisque vous êtes 3, le 3e sera haut fonctionnaire, comme vous le dites, ça rentre dans les négociations. Mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas rentrés au dernier moment. Mais ils ne savent pas, malheureusement. Je pense qu'on va arriver là, forcément. C'est comme la nouvelle armée reconstituée, on va arriver forcément là, si nous voulons sortir de la crise. Parce que, juste pour finir, parce qu'on parle, dans l'accord, on parle de mise en œuvre de l'accord et tout. On ne peut pas mettre en œuvre l'accord si les mouvements, les groupes armés ne sont pas là. C'est ça, malheureusement. Ok. Après maître, l'accord de paix prévoit beaucoup. L'accord de paix prévoit beaucoup d'actions. Le Mali en a respecté beaucoup, n'est-ce pas? A mené beaucoup d'actions pour la paix. Le Mali a dépensé beaucoup pour Kidal et pour les MOC et autres là. Mais jusqu'à présent, ces groupes armés n'ont pas désarmé.
ces rebelles n'ont pas désarmé. Ouais, mettre des Mais ex-rebelles. comment peut-on prendre un rebelle comment peut-on prendre un rebelle armé et le mettre dans votre gouvernement? Mais il ne rentre pas au gouvernement avec une arme. Mais si, si son arme est tenue en bandoulière. Vous ne ferez Alors, pas. donc, par rapport à la durée du gouvernement, de vie du gouvernement, je pense que ce gouvernement sera refait dès qu'on aura terminé avec le débat national, avec les législatives, les régionales et le référendum. Parce que ceux qui ont été appelés de l'opposition auront rempli leur rôle. Et maintenant, Ibeka va voir s'il y a de nouveaux adhérents ou si certains ont déçu. Oui, Maître Konaré, on doit se mettre d'accord sur une chose quand même. Si on est d'accord que les ex-rebelles, les ex-groupes armés sont des Maliens, on doit se mettre d'accord qu'ils participent à la construction du pays. Après dans un gouvernement ou dans d'autres postes. Mais après avoir désarmé. Okay. Non, ils n'ont pas désarmé. Dans les négociations, il était effectivement prévu qu'il y ait 2 places. Mais je pense que ce qui se dessine, c'est que oui, ils auront des postes qui leur permettront d'avoir voix au chapitre. Et en tout état de cause, oui, je pense que les ministres, cette fois-ci, vont vraiment être jugés à la tâche. Parce que voilà, l'avantage, c'est comme les députés ont dit, en parlant de députés, on dit qu'il n'y a pas de mandat impératif. Donc, même nommé au compte 2, vous ne venez pas, vous n'êtes pas 2, mais vous êtes ministre de la République et vous serez jugé en fonction de votre balance. D'accord, on ne pourra pas parler du Bénin, mais quand même, il y a la photo de la semaine. Il y a une photo qui a circulé aujourd'hui, voilà, le président de la République en train de nouer la cravate du ministre secrétaire général de la présidence et qui a immortalisé l'instant, s'il vous plaît. On nous fait signaler que c'est monsieur le Premier ministre. Oui, un commentaire sur cette image-là. Enfin, on sait que le président Ibeka est très tatillon sur la main et il a une expertise en la matière, donc ça ne surprend pas qu'il veille à ce que ça soit bien attaché. Oui, Maître Konaré. On m'a dit que le président de la République est extrêmement attaché à la bonne tenue vestimentaire et que un type comme moi qui se présenterait en boubou serait traité par lui de marchand. Non, si vous avez le truc, il vous chasse pas. Non, sans vous chef, vous êtes malade. C'était avant la publication de la liste. C'était juste avant la publication de la liste, apparemment. Bon, ce que je peux dire, c'est que le Premier ministre est un bon photographe. C'est vraiment lui qui a pris cette image. Mais je me dis, c'est une photo qui ne devait pas se retrouver tout les contracteurs. C'est mon point de vue. Moi j'ai 2 remarques. D'abord, on a l'impression que le président de la République était fatigué par le premier jour de carême. Je suppose qu'il a jeûné, hein, parce que ça a été annoncé tard. La deuxième observation, c'est quand même le ministre secrétaire général de la présidence. Et alors, c'est comme si c'était une initiation à la franc-maçonnerie, ça arrive, mais là-bas, ce sont les 2 papillons. Mais il avait peut-être peur. Est-ce qu'il veut seulement me serrer, nouer la cravate ou me serrer le cou? Je crois qu'il avait un peu peur aussi. Moi, ce que ça m'a rappelé, c'est un peu comme les premiers jours à l'école où voilà, on prend soin de la personne et tout. Voilà, c'est sur cette image. Les 2 dictionnaires. Exactement. C'est sur cette image que prend fin ce débat du dimanche. Merci de l'avoir suivi. Nous ne pourrons pas parler du Bénin. Nos invités étaient Makan Koné de Nouvelle Libération, Alexis Calambri de Mali Tribune, Maître Chekmar Konaré, avocat, Serge Daniel, journaliste écrivain, 21h politique avec Omar Mariko, et le débat du dimanche, dimanche à 14h tout le long du mois de Ramadan. Merci de l'avoir suivi et la semaine prochaine, Inch'Allah.